Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Métro News par la semaine. Au sommaire de ce mercredi, les partis politiques qui doivent envoyer des membres devant composer le Conseil présidentiel n'arrivent toujours pas à le faire, alors que la date butoir arrive à minuit ce mercredi. Certaines structures ont déjà désigné leurs représentants, alors que d'autres n'arrivent toujours pas à trouver un consensus. Le parti politique Petite Dessalines annonce qu'il ne va pas proposer de nom à la CARICOM. Le leader de cette structure, Jean-Charles Moïse, persiste et signe en affirmant que la proposition soumise par son parti à la communauté caribéenne représente la seule voie de solution pour le pays. Et puis le président du Kenya, William Ruto, a donné la garantie mercredi au secrétaire d'État américain Anthony Blinken que son pays prendra la tête de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti dès la mise en place du Conseil présidentiel. Bonsoir à tous, bienvenue au développement des titres de l'actualité. Alors que la date limite pour la soumission des membres devant composer le Conseil présidentiel arrive à minuit ce mercredi, la plupart des secteurs concernés peinent à se mettre d'accord sur les personnes à nommer. Seul le collectif du 30 janvier a déjà nommé Edgar Leblanc-Fils comme membre potentiel du Conseil. Cependant, le groupe Montana exprime des réserves sur le document et n'affirme pas avoir été fixé sur son représentant. Cette réticence est également partagée par le compromis historique qui devrait choisir un représentant en collaboration avec le parti aidé et le regroupement RAID. Concernant le secteur privé des affaires et le parti Famila Valas, il est confirmé qu'ils ont l'intention de désigner leurs représentants au sein du Conseil présidentiel. En revanche, le parti Petite Dessalines, dirigé par l'ancien sénateur Jean-Charles Moïse, rejette catégoriquement le document de synthèse produit par la CARICOM. Alors que le temps est parti pour soumettre le Conseil présidentiel à la communauté internationale se réduit, la crise en Haïti semble toujours sans issue. Est-ce que le pays trouvera enfin une issue favorable? Comment pouvons-nous comprendre cette situation? Qui doit assumer la responsabilité de l'impasse actuelle en Haïti? Et comment peut-on sortir le pays de cette situation difficile? Frédéric Boiron, sociologue canadien d'origine haïtienne, va partager son analyse de la situation actuelle avec nous. Sociologue Frédéric Boiron, bonsoir et merci infiniment de votre disponibilité. Merci de l'invitation. Alors, la première question, Monsieur Boiron, comment est-ce que vous évaluez la faisabilité de la proposition de la CARICOM, à savoir la formation d'un conseil présidentiel pour gouverner le pays dans le contexte actuel? Le conseil présidentiel devrait réunir différents acteurs, des acteurs qui sont questionnables. Je pense que la présence des partis politiques est un premier handicap. Vous mettez des partis politiques ensemble qui sont naturellement des adversaires et même, je dirais même, des ennemis politiques. J'imagine très mal le PHTK, qui est justement dans un collectif, se retrouve à la même table que la Valas, à moins que j'ai une mauvaise lecture de la société haïtienne. Il me semble que ce sont deux partis qui sont aux antipodes. Et donc, le fait même qu'il y ait des partis politiques dans cette entente, même si on arrive à constituer un conseil présidentiel, on se donne des éléments pour que ça explose tôt ou tard. Donc, je crois que la faisabilité peut très bien se faire, qu'on arrive à constituer le tout, mais le fait il va avoir des soucis au niveau du fonctionnement de ce groupe-là. Pour moi, c'est une évidence. Alors, vous l'aviez dit, historiquement, il est difficile pour les acteurs politiques de s'entendre. Selon vous, est-ce que cette formule ne va pas porter fruit d'ores et déjà? Je vois très mal comment une formule comme celle-là peut porter fruit. D'abord, le fait même qu'il y ait des partis politiques qui doivent choisir entre eux de désigner une personnalité qui sera Premier ministre, quand ces partis-là n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Vous savez, imaginez aux États-Unis qu'on demanderait en état de crise aux républicains, aux démocrates de travailler ensemble. Ce sont deux partis qui ont des philosophies complètement opposées. En Haïti, et là je parle de deux partis, en Haïti on parle de dizaines de partis qui sont inclus dans différents regroupements
Et on demande à tous ces gens de travailler ensemble alors qu'il n'y a pas dans le pays une culture démocratique. Donc, ce sera très difficile d'amener des gens, même s'ils arrivent à constituer le conseil, ce sera très difficile à moyen terme de les faire travailler ensemble, d'autant plus que la durée de cette association-là est à durée indéterminée. On ne sait pas quand est-ce qu'ils pourront mettre sur pied, qu'ils pourront d'abord recruter un premier ministre qui ensuite, lui, doit constituer un cabinet et ensuite travailler à monter un conseil électoral, faire des élections. On est loin, loin, loin de résultats dans une structure comme celle-là. Alors, dans ce cas, nous sommes bien conscients qu'il faut y avoir une solution à l'haïtienne. Cette solution, cette formule, quelle serait cette formule selon vous, Monsieur Brown? D'abord, premièrement, celle qui est là n'est pas une solution haïtienne. C'est une solution qui est une solution imposée. Et je vous rappelle, il y a dans le journal La Presse, ici à Montréal, aujourd'hui, l'ambassadeur du Canada en Haïti, ainsi que l'ambassadeur du Canada à l'ONU, M. Bob Ray, qui sont sceptiques à l'idée que cette formule de conseil présidentiel puisse fonctionner. Imaginez, les gens qui proposent ce conseil sont sceptiques. Ils se disent qu'ils ne sont pas certains que ça puisse fonctionner. Mais on se donne une structure pour blâmer les Haïtiens de l'échec de cette affaire-là, parce que ce sera facile de dire que les Haïtiens ne sont pas capables de s'entendre. Je déplore, par contre, que des partis haïtiens aient embarqué dans une démarche comme celle-là, parce que c'est une démarche qui est vouée à l'échec. Quelle est la formule? Quelle est la bonne formule? Moi, je pense que la bonne formule, c'est d'exclure les partis politiques de ça, parce que, éventuellement, ce que dit la résolution, c'est que ceux qui vont faire partie du conseil présidentiel ne devraient pas participer aux élections. Ce ne sont pas des individus uniquement qui participent aux élections. Ce sont les partis politiques aussi qui participent aux élections. À ce moment-là, si on veut que cette formule fonctionne, ce ne sont pas seulement les membres individuels du conseil présidentiel qui devraient être exclus des élections, mais aussi ces membres-là et les partis qu'ils représentent. Là, à ce moment-là, on aurait probablement quelque chose qui serait le plus près possible d'une certaine faisabilité. Alors, vous l'aviez dit tout à l'heure, vous vivez au Canada d'ailleurs. Quelle est donc la tendance au niveau de la diaspora canadienne ou même au niveau de la presse canadienne à ce sujet? Je pourrais plus parler de la presse canadienne plutôt que de la diaspora. Je suis membre de la diaspora, mais je ne suis pas très actif dans la diaspora. Donc, il y a des organisations et des personnes qui sont mieux placées que moi pour prendre le pouls de la communauté. En ce qui a trait à la presse, je pense que tout le monde voit bien qu'à partir du moment où les autorités canadiennes qui devaient prendre le leadership sur la question haïtienne n'ont pas été capables de trouver une solution plus intelligente que celle-là, on remet en question le leadership du Canada sur la question haïtienne. Le leadership, je rappelle que les États-Unis avaient demandé au Canada de prendre le leadership sur Haïti, ce qu'ils avaient accepté de faire, ce que le Canada avait accepté de faire. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le Canada n'a pas été capable de faire partie de la solution et que la réponse est venue du Kenya, est venue du Bénin, est venue d'ailleurs, de la Jamaïque et d'ailleurs, mais que le Canada est un spectateur silencieux. Et donc, pour moi, je crois que les médias ont commencé à relater justement l'absence du Canada comme acteur capable de participer à la solution à la crise haïtienne. Et quel rôle pensez-vous que le Canada devrait jouer justement dans la résolution de la crise aujourd'hui? Mais je pense que le Canada n'a plus aucun rôle à jouer. Le Canada va continuer à faire ce qu'il a d'ailleurs très bien fait, de continuer à offrir de l'aide pour former la police haïtienne, de l'aide humanitaire, et le Canada a laissé l'espace qu'on lui avait offert pour être un leader sur la crise haïtienne. Le ballon a échappé au Canada. Maintenant, d'autres ont déjà pris la relève. La nature a horreur du vide. Le Canada n'a pas été capable de saisir cette opportunité. Eh bien, il y a d'autres pays. Et je rappelle que le Canada est un pays du G7 et que le Kenya n'est même pas un pays du G50. Et voilà que c'est le Kenya qui se pointe alors que le Canada n'a pas été capable de s'exprimer.
Alors pour finir, Monsieur Boiron, certains imputent la responsabilité de la situation actuelle aux Américains, aux Canadiens. D'autres parlent d'une affaire de drogue, c'est-à-dire les latinos, etc. Et pour d'autres également, c'est le fait que les gouvernements, les responsables, les dirigeants haïtiens ont des relations avec des gangs. Quelle est votre lecture par rapport à ces positions? Quel est selon vous ce qui est le plus responsable de cette situation chaotique dans le pays? Les premiers responsables de la crise haïtienne, ce sont les Haïtiens eux-mêmes. D'abord, les dirigeants haïtiens, la classe politique haïtienne, faite majoritairement d'hommes politiques, généralement des gens très âgés, qui n'ont aucune perspective, qui n'ont pas de projet de société, qui n'ont pas de programme politique, qui n'offrent rien au pays. Ensuite, vous avez d'autres hommes qui font partie de la classe économique d'Haïti, qui ont une vision à court terme, qui ne comprennent pas ce que c'est que de travailler pour le bien commun. Donc, d'abord, les premiers responsables du drame haïtien, ce sont les Haïtiens eux-mêmes et majoritairement des hommes. Vous remarquerez que dans la classe politique haïtienne, il y a très peu de jeunes et il n'y a pratiquement pas de femmes. Donc, la responsabilité revient à ces hommes. Maintenant, l'imputabilité de ce qui se passe en Haïti revient à la communauté internationale qui a pu bénéficier de la complicité de ces hommes pour mettre le pays dans l'état actuel où il se trouve. Donc, les responsables sont les Haïtiens, les imputables, c'est la communauté internationale. Alors, mais la communauté internationale ne peut pas faire ce qu'elle veut en Haïti si elle n'a pas des collabos en Haïti. Et malheureusement, les groupes d'hommes que je viens de vous nommer sont les collabos de l'international qui ont amené le pays dans l'état actuel où il est. Donc nous sommes donc les premiers responsables de cette situation. Merci infiniment, Monsieur Frédéric Boiron. Avec plaisir. Voilà les réflexions du sociologue canadien d'origine haïtienne Frédéric Boiron concernant la situation actuelle. Et toujours concernant la crise, comme annoncé, Petite Dessalines rejette d'un revers de main la proposition de la CARICOM. Jean-Charles Moïse persiste et signe en affirmant que la proposition soumise par son parti à la communauté caribéenne représente la seule voie de solution pour le pays. De plus, il est convaincu que la mise en place imminente d'un conseil composé de 3 membres est inévitable pour diriger le pays. L'ancien parlementaire estime que la démarche de la CARICOM risque de plonger le pays dans une guerre civile et appelle à la vigilance. Il affirme qu'Haïti n'a pas besoin d'être dicté par quiconque pour mettre en place le conseil de 7 membres, tel que proposé par la CARICOM. Dans une position acerbe, Moïse Jean-Charles réitère son appel à la violence. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. La proposition de 3 membres pour la formation d'un conseil présidentiel présentée par Petite Dessalines à la CARICOM n'a pas été retenue selon les propos de Moïse Jean-Charles. Le numéro 1 de cette structure rejette à son tour la décision de cette entité de la Caraïbe. Nous rejetons proposition CARICOM fait. Première raison, comme on voulait, nous finissons comme gouvernement, nous jetons le gouvernement. Je dis, pour même gouvernement ça, pour marcher sous tabavel, pour négocier avec elle. Est-ce que nous sommes censés nous y? Deuxièmement, peuple haïtien, car comme papa, l'invité secteur économique pour venir une entité non 7 membres choisi. Ce conseil de plus de 5 membres proposé par la CARICOM n'est nullement bénéfique pour le pays, a-t-il expliqué. Mais quand on demande nous, pour nous dire, avant de entrer dans le conseil, ça, faut dire, nous d'accord avec tout le pays kenyan qui vient en Haïti. Est-ce que nous sommes censés nous y? L'entendez 9 membres dans le conseil là. Il y a 7 membres qui doivent voter et il y a 2 membres qui peuvent l'observer. Ça fait 9 membres à 3 machines. Ça va 27 machines. 9 membres, ils ont chacun un caille pour loger, per diem, salaire. 9 membres qui parlent
départir à l'État. Droit dans ses bottes en ce qui concerne sa position, Moïse Jean-Charles expose clairement la raison pour laquelle il s'est exclu des négociations avec la CARICOM. Peuple haïtien, il faut payer par un dirigeant seulement pour ça te passer. Peuple haïtien, depuis que je finis de parler là, bas en haut, bas en bas, bas en mi-temps. Peuple haïtien, conseil CARICOM non, nous-mêmes, nous restons. Persuadé que sa proposition est la meilleure pour le pays, l'ex-sénateur tente de se montrer convaincant. Nous devons coopérer ensemble. Même là nous-mêmes, ce n'est pas CARICOM nous demander pour venir faire conseil nous en passer pour nous. Peuple haïtien, conseil nous créer là, qui symbolise le pays, qui est voulu, qui est pas voulu, nous avons installé quand même. D'un autre côté, la position extrémiste de l'ancien parlementaire prend toujours le dessus dans ses discours. Moïse Jean-Charles reste et demeure un électron libre dans les négociations. Nous avons un bloc politique nous créer. Un bloc politique qui est Petite Dessalines, FN, Guy Philippe, Consortium, Jantel, Saint-Amand, qui est un gros bloc politique tout. La paix, solution, qui est trop parti. C'est 150 partis politiques qui créent le bloc Sahara. Où est le bloc Sahara? Et nous avons pile bloc dans le département tout que nous pouvons inscrire. Peuple haïtien, bloc politique Sahara, pas de monde qui a battu. Comme blanc, comme bourgeois, comme membre gouvernement, comme vagabond politique, ou pas de bloc politique Sahara. Est-ce un avantage ou un désavantage pour le pays? La position exprimée par Moïse Jean-Charles. Difficile de conclure quoi que ce soit, mais un fait est certain. Ces derniers appels à la violence lancés lors des récentes déclarations ont été toutes suivis des faits dans la capitale. Peuple haïtien, faites des autres, tout nous capables. Faites entendre nous. Depuis nous finissons la conférence là, tout le monde bureau l'État, pour le fermer, nous faisons tout ce qu'on est capable, pacifiquement, pour nous sauver le pays. Nous découvrons ce qui passe dans le CARICOM, non, semblait, ils voulaient une guerre civile dans le pays d'Haïti. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Toujours dans ce chapitre, la présidente du parti Plan Spa, Mézil Yannick, met en garde contre le passage à une présidence collégiale qu'elle considère comme suicidaire pour Haïti. Selon elle, cette approche risque de corrompre la gouvernance, de favoriser une corruption généralisée et de précipiter l'effondrement des institutions étatiques. Elle affirme que le pays ne peut pas se permettre de suivre cette voie, car cela aurait un impact dévastateur sur une économie déjà fragilisée par la crise sociopolitique. Elle en appelle à la communauté internationale, notamment à la CARICOM, pour trouver une alternative qui permette de libérer le pays sans compromettre sa gouvernance. Plan Spa demande une vigilance accrue dans les négociations, soulignant l'urgence de trouver une solution sans compromettre la stabilité et la bonne gouvernance du pays. Les explications de Yannick Mézil. Pays, nous perdons du pays, nous avons marché sous Fatra, toute zone bloquée, Madame Sarah a fait combien de jours en camion avec même sous-vêtements. Ça va dire nous rien, qu'on y a dans paraître pour prendre 9 membres qui pourraient faire débloquer dans le pays, bah ça pas bon, il pas de résultat. Et camper des samedi. Ça fait politique collégialité ça. Déjà pour poser un gros problème de budget pour l'État. En pile pression pour faire sous budget l'État côté moun sa yo pral gen même attribution présidentielle. Et puis, yo chaque pral considérer tête yo comme yon président. Yo pral charger policier pour ba sécurité. Et côté nous connaît, nous pas gagner policier, nous manquer policier. Nous manquer policier en pile là de mourir, en pile là Biden. Yo mouri pas pile pas paquet. Ça va dire nous rien? Ça va dire nous rien pour nous retourner à marcher combien de policiers derrière nous, si rescurité a, il va même ka bay peuple la sécurité. Ça fait collégialité ça pral tourner yon gagé côté c'est déblosay ak brigandaille politique qui pral servir gouvernance pour touyer si reste haïtien qui rete yo. Parti Plan Spa mande nous camper sous bagay ça.
Dossier mission multinationale, le président du Kenya, William Ruto, a assuré aux autorités américaines que le Kenya était toujours déterminé à déployer des policiers en Haïti. Il a déclaré sur son compte X mercredi qu'il a eu une conversation téléphonique avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken, qu'il a informé qu'un nouveau conseil présidentiel sera formé prochainement pour gérer la situation en Haïti. Le président du Kenya, William Ruto, a donné la garantie au secrétaire Blinken que le Kenya prendrait la direction de la mission multinationale d'appui à la sécurité dès la mise en place du conseil présidentiel. Notons que lors de la réunion d'urgence de la CARICOM à la Jamaïque sur le dossier d'Haïti, M. Blinken avait annoncé que les États-Unis vont contribuer à hauteur de plus de 300 millions de dollars américains pour le déploiement de la mission en Haïti. Le chef de la diplomatie américaine avait fait savoir que le département de la défense des États-Unis a doublé sa contribution à la mission. Elle passe de 100 millions à 200 millions de dollars américains. Et puis on termine la page nationale de Metro News en nécrologie. Les funérailles de René Max Auguste ont été chantées à l'église Notre-Dame d'Haïti Catholic Church à Miami ce 12 mars 2024. Le propriétaire de Valerio Canez est décédé le 8 mars 2024 à l'âge de 63 ans à Miami, des suites d'une longue maladie qu'il a supportée avec courage, sans jamais capituler dans l'exercice de ses responsabilités managériales et la concrétisation de ses engagements citoyens. Monsieur Auguste était membre fondateur de la fondation Educate Yone qui a produit l'université Quisqueya et membre du Haut Conseil de cette dernière. Il était également membre de la Chambre de commerce haïtiano-américaine. Il était réputé d'être un grand mécène et un grand patriote. Nous mettons un terme à ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres qui ont été développés ce mercredi. Les partis politiques qui doivent envoyer des membres devant composer le conseil présidentiel n'arrivent toujours pas à le faire, alors que la date butoir arrive à minuit ce mercredi. Certaines structures ont déjà désigné leurs représentants, alors que d'autres n'arrivent toujours pas à trouver un consensus. Le parti Petite Dessalines annonce qu'il ne va pas proposer de nom à la CARICOM. Le leader de cette structure, Jean-Charles Moïse, persiste et signe en affirmant que la proposition soumise par son parti à la communauté caribéenne représente la seule voie de solution pour le pays. Et puis le président du Kenya, William Ruto, a donné la garantie mercredi au secrétaire d'État américain Antony Blinken que son pays prendra la tête de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti dès la mise en place d'un conseil présidentiel. Voilà ce qui met fin à cette édition de Metro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Restez sur Télémétropole. Bonsoir.